ce focus numéro 2, intitulé « Nouveaux usages fonciers invisibles, comment anticiper le devenir de la ville ». Je suis Juliette Kinkela, journaliste pour Cadre de Ville. Et nous allons démarrer tout de suite pour ne pas perdre une minute. Alors vous pouvez réagir sur Twitter, X, avec, donc, comme vous le voyez, @cadre de ville ou le hashtag entretien CDV. Donc voilà, nous sommes à la salle des séances pour le focus numéro 2. Alors comme nous le savons tous, pour qu'un quartier soit attractif, pour que la population qui y vit, pour les usagers qui le fréquentent, pour les touristes qui le visitent ou encore pour les entreprises qui s'y installent, le quartier doit pouvoir répondre aux besoins de tous. Et donc au préalable, les usages à proposer doivent avoir été identifiés, leur faisabilité doit avoir été étudiée, et ils doivent pouvoir trouver leur place sur un site donné. On a parlé tout à l'heure de foncier ou de sol. Mais justement, la recherche de ce foncier est un réel défi pour de nombreux territoires, d'où les méthodes qui émergent pour rechercher ce foncier qu'on dit invisible depuis quelque temps et qui permet d'anticiper la construction de la ville. Voilà. Mais il faut savoir encore où il se trouve, il faut savoir le chercher. Et pour en parler, donc, nous avons 5 intervenants. Nous allons... Hop. Donc voilà. Le focus numéro 2, vous avez le titre ici, pour rappel. Et nous avons donc nos intervenants. Nous allons commencer avec Stanley Geneste, qui est à ma gauche, qui est gérant donc, de Guam Conseil et qui est consultant également. Et Stanley, vous allez nous présenter l'expérimentation à laquelle vous avez participé pour la communauté urbaine du Grand Poitiers, qui a été désignée territoire pilote de sobriété foncière. Alors Stanley, première question pour commencer. Pourquoi est-ce que le Grand Poitiers, peut-être plus qu'un autre territoire, a souhaité être un territoire pilote en faveur de la sobriété foncière et à quelles problématiques ce territoire est-il confronté? Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, pourquoi le Grand Poitiers s'est positionné sur cette démarche expérimentale organisée en partie par l'État? Donc tout simplement, comme beaucoup de territoires, donc c'est un territoire qui se caractérise par une importante consommation d'espace qui a été caractérisée au cours de ces dernières années. D'autant plus que c'est évidemment dans un contexte territorial où finalement il y a beaucoup d'espace et donc du coup on a l'impression qu'on peut vraiment construire assez facilement. Et aussi dans un marché immobilier qui est relativement modéré, donc il y a aussi cette problématique où c'est pas non plus très dense, et donc on va se poser la question justement pour ce territoire, comment densifier sur le foncier visible et invisible et à faire accepter cette densification. Alors je vais pas passer les petites slides. Voilà, donc juste en préambule, pour vous rappeler la démarche de territoire pilote de sobriété foncière, lancée par les services de l'État, évidemment en partenariat avec les collectivités. Donc l'objectif, c'était de définir les méthodes et les outils en faveur de la sobriété foncière. Et donc à travers cela, il y avait 2 éléments qui étaient questionnés, évidemment l'usage des sols, afin de bien l'apprécier en tant que ressource et qu'est-ce qu'on peut faire dessus. Et avec les acteurs locaux, c'était de tester à travers de choix de sites démonstrateurs ce qu'on pourrait produire pour permettre d'atteindre des objectifs de sobriété foncière. Voilà. Et plus ce qui était relève de ma partie, c'était évidemment de s'assurer, de déterminer les conditions de faisabilité des propositions qu'on a formulées. Alors, évidemment, le territoire du Grand Poitiers est un territoire assez grand, donc on n'a pas réfléchi sur l'intégralité des communes qui composent le territoire. Donc, le Grand Poitiers a identifié 4 collectivités et sur lesquelles on a réfléchi sur des thématiques spécifiques. Donc ça, je vous les présenterai un peu plus dans le détail. Et j'ai fait partie d'un groupement composé par une équipe d'architectes urbanistes, une programmiste et également une agence spécialisée dans la participation du public. Et les acteurs qui étaient la communauté urbaine, les villes concernées, et puis avec le soutien de l'EPF Nouvelle-Aquitaine, qui avait fait déjà tout un travail préalable d'identification du foncier visible, et la CEP, qui est la Société d'économie mixte du territoire du Poitou. Alors comme c'était une démarche lancée par les services de l'État, le cahier des charges était identique à tous les territoires pilotes de la sobriété foncière.
Donc j'étais également intervenu sur la 7 Aglopole, Méditerranée. Donc du coup, il y a toujours une première mission assez classique de diagnostic. Donc comme je vous le disais, donc, comme le PF avait déjà assez dégrossi le sujet sur le foncier visible, ce qui était intéressant, c'était plutôt d'identifier ce qu'on qualifie de foncier invisible, à savoir donc, la vacance bâtie, et la sous-occupation, voilà, qui est donc les deux sujets qu'on a mis en exergue. À partir de ce travail donc d'identification, l'objectif c'était de retenir 4 sites démonstrateurs et ensuite donc de déterminer un projet et ses conditions de faisabilité donc sur chacun des sites. Donc, avant d'entrer dans le détail spécifique qui est le quartier pavillonnaire de Poitiers, donc juste pour vous montrer la diversité des champs qu'on a explorés, donc il y avait sur la commune de Lusignan, donc c'est une collectivité qui se caractérise par une sous-occupation bâtie assez importante. Et l'objectif, c'est comment on accompagne la mobilité résidentielle à travers la reconversion d'une friche, donc en centre-bourg. Ensuite, pour la commune de Chauvigny, l'enjeu, c'était plutôt comment on renature en centre-bourg afin d'améliorer les aménités et donc qualifier le centre. Donc là, on part du principe qu'il y a du foncier inoccupé, enfin du bâti inoccupé qui n'a pas vocation à être réoccupé, soit parce qu'il est trop obsolète, soit justement parce qu'on pense que si on veut qu'il y ait des nouveaux habitants, de nouveaux usagers, il faut qualifier donc le centre-bourg, et la renaturation est un élément de cette qualification. Voilà. Et ensuite, il y avait la commune de Chesneuil du Poitou qui était plus sur une problématique de requalification de parcs d'activités en entrée de ville. Et enfin, Poitiers, où le sujet était assez intéressant, puisque sur Poitiers, en tant que tel, entre guillemets, une reconversion d'une friche, c'est assez classique dans des communes-centres. Ah, et donc là, justement, une collectivité qui dispose donc d'un tissu pavillonnaire proche du centre, qui bénéficie donc des services et des aménités, et donc qui subit une pression foncière, enfin une pression immobilière qui peut paraître importante. On se dit que là, il y a vraiment un sujet, c'est comment finalement on organise cette densification qui va se faire d'une manière ou d'une autre, et qu'on la gère de manière douce, puisque l'enjeu aussi, c'est de préserver, à travers ces tissus pavillonnaires, en fait, toute la nature et la biodiversité qui préexiste. Et donc, du coup, la deuxième étape, c'était d'expérimenter les projets démonstrateurs, donc avec une logique de programmation. Donc, si on revient sur la question du quartier du Pont-Neuf à Poitiers, donc les quartiers pavillonnaires, ils se caractérisent par leur monofonctionnalité. Donc c'est 100% habitat quasiment, et souvent aussi il n'y a pas de mixité sociale à proprement parler, puisqu'on se retrouve essentiellement avec des pavillons liés à l'accession à la propriété. Donc il fallait ensuite déterminer les conditions de faisabilité et à travers ça mettre au point une méthodologie d'intervention foncière en faveur de la sobriété foncière. Alors, la particularité donc, de notre approche, ça avait un peu été dit en introduction de ces entretiens, c'est que pour que la densification douce soit acceptée, on est parti du principe qu'il faut que les habitants, ou les propriétaires, soient vraiment associés à la démarche, et donc il faut qu'ils puissent la comprendre, se l'approprier et ensuite être acteurs, partie prenante, donc dans la démarche de sobriété foncière. Ce qui fait qu'on a amené dans notre méthodologie une proposition qui s'inscrit dans ce constat, c'est que d'une part, donc, il y a une volonté, il y avait une conférence plateau radio, donc déjà une première étape de participation du public ouverte, donc à tout le monde qui souhaitait écouter. Voilà. Et donc là, c'était vraiment une présentation des enjeux liés à la sobriété foncière, qu'est-ce que ça implique le ZAN, comment les habitants peuvent y répondre, vraiment une approche très pédagogique. Ensuite, dans un second temps, à l'issue de la phase diagnostique, on avait identifié un panel de sites sur lesquels on pourra intervenir. Donc il y a eu une démarche d'atelier pour retenir d'un commun accord donc 4 sites démonstrateurs. Donc ça s'est fait également avec des représentants, cette fois-ci, d'habitants, de propriétaires, d'acteurs locaux.
Et enfin, donc, il y a eu ce qu'on appelé des jeux sérieux. Ça, c'était plutôt en seconde phase, où en fait, on a dit aux participants de vivre la vie des autres, c'est-à-dire que l'habitant, il avait un rôle de promoteur, l'aménageur devait se mettre à la place de l'habitant, etc., afin de bien comprendre les logiques d'intervention de chacun. Donc ça, c'était vraiment, en tout cas, la spécificité qu'on a apportée dans le cadre de cette intervention. Le résultat, brièvement, pour le diagnostic, c'est qu'on a édité un petit atlas, donc, du coup, qui fait apparaître donc, toute une partie de foncier dit invisible, et puis évidemment, on complète avec le foncier visible. Là, ce qu'on a voulu montrer, c'est que c'est un atlas qui se veut assez neutre. C'est dans le sens où il n'est pas territorialisé. C'est vraiment des situations qui nous semblent communes, quelle que soit la commune, la collectivité, et quel que soit le territoire. Et donc, il est tout à fait transposable en dehors de la commune du Grand Poitiers. Donc, si ce document vous intéresse, il est téléchargeable. Et on a accompagné donc l'identification des fonciers invisibles avec des situations de valorisation. Et donc, avec à chaque fois, donc, trouver des réponses à des problématiques qui sont communes. Comment, quand même, la densification va permettre d'améliorer le cadre de vie. Voilà, c'est vrai que dans la perception des habitants, en tout cas, ce n'est pas toujours instinctif de dire que la densification apporte des améliorations dans le cadre de vie. Comment ça va aussi accompagner la transition écologique. Donc là, on va accoupler la densification avec une action sur le bâti existant en vue d'améliorer les performances énergétiques. Et enfin, une réflexion sur la programmation, afin d'avoir une programmation assez fine qui vise en fait à moins construire, c'est-à-dire que pour répondre à des besoins identiques, l'objectif c'est de construire moins que ce qu'on le faisait au préalable. Voilà. Donc juste pour vous représenter le cas du Pont-Neuf en particulier, donc, ce qu'il faut retenir, c'est que du coup c'est un secteur peu dense, puisqu'il n'y a que 13 logements à l'hectare, avec une forte densité donc, végétale qu'il convient de préserver. Du coup, il y a également, parmi les pavillons qui existent, donc grosso modo, c'est un quartier qui s'est développé après la guerre, donc dans les années 50-60, et donc aujourd'hui, on est face à des pavillons qui sont inadaptés pour le vieillissement de la population, parce que beaucoup sont surélevés avec quelques marches, et évidemment, ils ne répondent plus aux enjeux de performance énergétique d'aujourd'hui. Ouais, et donc là, il nous semblait que c'était assez intéressant, puisque du coup, il subit une forte pression immobilière. Et l'idée, c'est justement que l'implantation d'immeubles collectifs ne se fasse pas de manière spontanée, qui viendrait en fait déstabiliser les espaces naturels qui existent, qui viendrait finalement pas créer vraiment de la mixité, puisque ça serait sans doute des logements, enfin de l'accession à la propriété. Et aussi qu'il y ait une cohérence, évidemment, d'insertion urbaine de ces futures opérations. Donc, ce qui fait qu'on a présenté un projet qui se veut alternatif à ce qu'on pourrait usuellement voir par rapport à la densification douce, c'est que là, le choix qui a été fait, ce n'était pas du tout de construire à l'arrière des bâtiments, en second rang, ni en cœur d'îlot. Là, l'idée, c'était vraiment d'optimiser le front bâti, voilà, dans les interstices, donc le long de la rue. Et donc, c'est toutes les petites, sur la carte de droite, c'est tous les petits carrés, rectangles colorés, qui sont les nouvelles constructions qu'on a identifiées. Et à travers ces nouvelles constructions, donc, c'est d'introduire une mixité typologique, une mixité programmatique avec du logement social, et également une mixité fonctionnelle pour accueillir des espaces communs partagés à l'échelle de quartier, par exemple. Alors, juste pour que dans la suite, pour les faisabilités, ce qu'il faudra comprendre, c'est qu'évidemment, ça, c'est ce qu'on a produit pour la démarche, mais dans notre condition de faisabilité, en fait, c'est le point d'arrivée du travail qu'on propose de faire avec les habitants. Alors, concernant les conditions de mise en œuvre, donc, on est parti du postulat qu'aujourd'hui, il y a quelques acteurs qui se sont spécialisés dans la densification douce. On estime que les ressources mobilisées à l'heure actuelle sont insuffisantes pour répondre aux enjeux qualitatifs et temporels de la sobriété foncière. Donc, il faut passer à la vitesse supérieure. Et l'autre point dont on s'est aperçu, dont on a été convaincu, c'est que les outils juridiques qui existent aujourd'hui ne vont pas non plus permettre d'atteindre ces objectifs en temps et en heure. Donc il faut faire une évolution
donc, du D2. Et donc, on a construit la méthodologie de cette façon. Voilà. Là, l'idée aussi, c'était de se dire que la sobriété foncière, on ne va pas la raisonner en silo non plus, donc, par rapport aussi à ce qui a été dit donc, en introduction tout à l'heure. Donc là, l'idée, c'est qu'à travers sobriété foncière, on va traiter plusieurs sujets qui sont la rénovation énergétique des bâtiments, l'accompagnement au vieillissement de la population, donc également l'adaptation des bâtiments, la densification qui va générer une diversification programmatique et la renaturation, pour le cas du quartier du Pont-Neuf à Poitiers, c'est plutôt la préservation de la nature. Donc ça, c'était donc un montage qui vise à répondre à toutes ces problématiques et qui associe tous les acteurs, dont les propriétaires et les habitants. Alors, souvent, les propriétaires et habitants, on les voit plutôt comme des parties prenantes externes au projet, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas contribuer forcément à la production de valeur. Là, l'objectif, c'est d'en faire vraiment des parties prenantes internes à l'opération. Donc, ce qui fait qu'on arrive à un petit schéma donc un peu systémique et avec un système donc, de boucle et d'amélioration continue. Donc, je conclue. Alors, je présente rapidement. Donc, du coup, juste pour bien retenir, il y a 3 éléments importants. C'est qu'on part du principe que le projet doit émaner, évidemment, avec une incitation de la collectivité derrière son PLU, des habitants. Et donc, du coup, on propose d'organiser un appel à manifestation de propriétaires et d'habitants, donc qui viendraient non pas proposer un projet, mais proposer plutôt des ambitions sur l'amélioration de leur cadre de vie. On co-construit avec eux donc, le projet, sa programmation. C'est dans une logique gagnant-gagnant. La collectivité va soutenir. En même temps, ils doivent accepter la densification douce, la mixité sociale, etc. Et ensuite, on met en place une structure dédiée qui va avoir pour implication donc, de financer la rénovation énergétique des bâtiments ou leur transformation au vieillissement de la population. En contrepartie, le propriétaire s'engage à céder à cet opérateur gratuitement, ou si ce n'est pas à coûts égaux, donc avec des versements de soult. Donc là, une partie de son terrain, l'opérateur va construire, éventuellement garder en patrimoine pour louer ou céder. Et ensuite, donc, on a une densification douce qui sera maîtrisée. Et après, on fait un retour d'expérience en vue d'une amélioration continue. Donc, juste pour moi, ça, du coup, je vous inviterai, je passe vite. C'était le détail de la présentation. Et ensuite, donc, ce qui était important, c'est qu'on a fait des montages à un instant T à cadre juridique existant. Voilà. Et on a fait une projection telle que c'était demandé par le cahier des charges, donc en faisant des perspectives d'évolution donc, de la législation actuelle. Donc, c'était juste 2 exemples pour conclure. C'est que du coup, c'est ouvrir le capital des structures dédiées donc, aux propriétaires. Ça peut être aussi un schéma pour mieux les impliquer au partage de la valeur. Et en termes d'outils, c'est par exemple utiliser le lotissement soumis à permis d'aménager multisite qui est permis en ORT. C'est d'avoir des déclarations préalables multisites. On avait fait le petit exercice là. Pour faire le projet qu'on a identifié, il fallait plus d'une centaine d'autorisations d'urbanisme qui soient délivrées par le Grand Poitiers, ce qui pour eux était complètement ingérable en termes de charge de travail. Et donc il y a bien aussi ce sujet. Voilà. Puis après, il y avait une logique de péréquation économique et qui a été également étudiée. Merci beaucoup Stanley. Alors on va laisser les questions pour la fin de la présentation, pour avancer un petit peu. On va aller du côté de Mulhouse cette fois. Alors j'ai simplement effectivement la zapette de l'autre côté. Donc avec Jean-Michel Deveza qui est directeur chargé de mission pour EDF. Au sein de la direction territoire et action régionale. Vous pouvez peut-être avancer, comme ça on pourra... Au niveau de la zapette, excusez-moi. Ah, la zapette. Voilà, super. À ses côtés, donc, Jean-Philippe Bouillet, qui est adjoint au maire en charge de l'urbanisme et de l'aménagement au sein de la ville de Mulhouse. Et vous allez nous parler du site industriel DMC et de la façon dont le numérique va vous aider à donner une nouvelle vie à ces lieux. Monsieur Bouillet, je vais commencer avec vous pour avoir des éléments de contexte sur ce projet de réhabilitation. La ville de Mulhouse a choisi de faire de ce site un territoire d'expérimentation. Est-ce que vous pouvez nous rappeler
ou nous annoncer, pour ceux qui ne connaissent pas le site, en quoi consiste ce projet. Oui, bien sûr, avec plaisir. Merci d'être nombreuses et nombreux à nous écouter tous les deux, puisque j'aurai le plaisir effectivement de faire cette présentation à deux voix avec Jean-Michel Devezat de l'EDF. Pourquoi on l'a fait à deux voix? C'est pour démontrer notre partenariat. Je commence par répondre à votre question. Donc DMC, Dollfus, MIG et compagnie, on est en Alsace, donc il faut un petit peu de termes quand même un peu germanique. C'est une usine, c'est une entreprise historique en fait qui a commencé au XVIIIe siècle, qui s'est implantée en pleine ville. À l'origine, c'était le bord de la ville, et puis évidemment l'expansion urbaine du XIXe siècle, la transformation industrielle que la ville et le territoire ont connue à cette époque, ont finalement phagocyté le terrain, et on se retrouve aujourd'hui avec une trentaine d'hectares en plein centre-ville. Je vous en montre quelques images ici. Vous les voyez en zone, en vue aérienne. Donc 30 hectares, 110 000 m² de bâti. Je rappelle que notre zone urbaine compte 300 000 personnes. C'est en fait la deuxième d'Alsace après Strasbourg. Il faut s'imaginer la proportion que ça représente dans notre écosystème. Donc une ambition d'ampleur, vous le voyez ici. Vous voyez la magnifique ligne des Vosges derrière qui nous rappelle de l'autre côté que nous sommes aussi en zone trinationale. Sujet important, puisqu'on a l'Allemagne à 20 km à l'est, la Suisse à 25 km au sud. Sujet important pour nous d'attractivité, parce qu'on est en concurrence territoriale, pas avec nos voisins français, tant que ça, mais avec nos partenaires d'Outre-Rhin et d'autres Jura. Un petit focus sur cet espace à l'heure actuelle. Alors, parfois, les gens l'appellent friche, et moi, j'aime pas l'appeler friche pour une raison simple, c'est que quand j'ai lu la définition d'une friche, c'est un endroit où il ne se passe rien. Sur ces 110 000 m², aujourd'hui, il y en a 20% qui sont occupés par trois choses. La première, c'est un village d'activité avec des entreprises. Vous le voyez, j'ai du mal à me repérer, en bas à droite sur votre image. Un village d'activité qui a été commencé aux alentours de 2007-2008 pour redonner vie à ce site, historiquement, qui était passé finalement dans son histoire de pas loin de 8000 ouvriers à une centaine qui continuent de travailler dessus, qui est à la fois la traduction de la mécanisation avancée dont nous bénéficions aujourd'hui, mais aussi d'une forme de déclin qu'on connaît tous du textile, puisque c'est de ça qu'il s'agit, du textile français ou européen de manière générale. Donc premier point, le village d'activité. Le deuxième, vous voyez un petit rectangle rouge, c'est marqué Motoko. Alors là, cette fois-ci, ce n'est pas de l'allemand, c'est de l'anglais, ça veut dire more to come. Et c'est donc plein de promesses. C'est une ruche d'artistes, 140 aujourd'hui, qui occupe un espace qui est un bâtiment historique, là aussi, de la filature, avec un modèle économique très particulier qui permet en fait de financer des loyers extrêmement modérés, en échange sur le rez-de-chaussée d'une activité événementielle très dense, et donc il y a une sorte de vase communicant. Donc ça, c'est le deuxième point lancé en gros au début des années 2010. Le troisième, vous le voyez, c'est le CMC. Là encore, on est resté sur de l'anglais, le Climbing Blues Center. Je ne trouve pas la syntaxe particulièrement réussie, mais CMC, ça fait DMC. C'est la plus haute salle d'escalade intérieure de France, avec 25 mètres. C'est également un outil à la disposition des athlètes qui s'entraînent à l'heure actuelle pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc ces trois éléments, qui sont finalement ceux que nous avons initiés jusque l'année dernière, nous ont permis de passer à une étape suivante lorsque France 2030 a lancé un appel à manifestation d'intérêt sur les démonstrateurs de la ville durable. Il y a à peu près 2 ans, on a travaillé bien sûr évidemment avec l'EDF, on y reviendra, et aussi avec la région Grand Est, avec l'agglomération, la ville, d'autres partenaires, Efficacity, l'université de Haute-Alsace, avec laquelle on travaille beaucoup aussi, et puis plusieurs autres, pour faire de ce quartier un démonstrateur de la ville durable. Vous le voyez ici avec finalement cette notion de sobriété, de résilience, d'inclusion, de productivité aussi, puisqu'il faut que tous ces espaces trouvent une forme d'équilibre économique. Cet appel à manifestation d'intérêt a 2 phases. Une phase d'incubation, on est en plein dedans, qui dure 36 mois au maximum. Je pense qu'on essaiera de faire plus court, parce qu'on est tous très impatients, évidemment après un grand oral, de passer à la phase de mise en œuvre. La phase de mise en œuvre étant une phase qui va jusqu'à 10 ans, qui nous permettra de mettre dans le concret les résultats d'un certain nombre d'études que nous aurons réalisées d'ici là. Alors l'AMI, ça n'est pas le seul projet
mais aujourd'hui, je n'ai pas le temps de vous en parler. Ce serait avec grand plaisir, mais évidemment, la transformation du site de ces 110 000 m² finalement se réalise, se concrétise au travers d'un portefeuille de projets. Il y en a une petite dizaine, dont celui de l'AMI, qui est vraiment celui sur lequel on va se pencher aujourd'hui. À l'intérieur de l'AMI, on est parti sur l'idée, finalement, de transformer ce quartier avec ce partenariat en se disant, je suis sûr que beaucoup d'entre vous sont familiers avec les 4 scénarios de l'ADEME, j'adore faire référence à ces 4 scénarios de l'ADEME, Jean-Michel le sait puisque je le fais tout le temps, les 4 scénarios de l'ADEME qui finalement projettent, c'est une belle manière de projeter dans le concret, la transition écologique ou la transformation écologique de la France, puisque à l'horizon 2050, à quoi correspond cette neutralité carbone, ces 4 scénarios, il y en a donc un qui est extrêmement sobre, l'autre qui est extrêmement technologique, et puis 2 intermédiaires entre les deux. On a essayé de se pencher sur l'idée que la technologie n'était pas l'ennemi de la sobriété, mais qu'elle n'en serait pas non plus une excuse. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu renoncer à la technologie, mais il ne faudrait pas non plus que ça nous dise on fait de la techno, donc de toute façon on n'a pas besoin d'être sobre. Il va falloir trouver cet équilibre entre les deux, et c'est comme ça que justement la notion du jumeau numérique est apparue comme une solution possible qui permette à la fois d'apporter des solutions très techniques, et Jean-Michel l'expliquera très bien, mais aussi de changer les comportements, d'aider les gens à s'adapter dans une notion de résilience territoriale qui nous tient à cœur dans la mesure où, ça ne vous a peut-être pas échappé, mais on a été longtemps appelé la Sibérie française. Je peux vous dire que ça ne s'applique plus du tout, il ne neige quasiment plus jamais en Alsace, en tout cas dans la plaine, et il y fait extrêmement chaud en été, phénomène qui est en plus aggravé par une sorte de stress hydrique assez fort, puisque même si nous avons la plus grande nappe phréatique d'Europe, elle est en sous-sol, elle est utilisée en grande partie par l'agriculture intensive, et donc il y a aussi une question là aussi de sujet de conflit d'usage en essence. Et donc, sobriété, technologie, comment est-ce qu'on répond à tout ça ? Jean-Michel, qu'est-ce que vous en pensez ? Merci. Vous voyez déjà le partenariat parfait entre le EDF et la ville de Mulhouse. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci effectivement pour avoir rempli cette salle. Qu'est-ce qui fait qu'effectivement on est partenaire et on est aux côtés de la ville de Mulhouse, de Jean-Philippe à mes côtés. D'abord parce qu'on partage le même ADN, je pense, autour de l'innovation. Donc la région Grand Est et l'Alsace sont extrêmement innovantes. Et puis cet enjeu climatique qui se traduit tous les jours, qui est la question de la transition énergétique. Comment atteindre cette neutralité carbone en 2050 ? C'est un enjeu majeur, un enjeu planétaire. La deuxième chose qui nous a rapprochés, c'est bien sûr un savoir-faire technique en termes de digitalisation, quand on sait modéliser des choses dans l'industrie. On a cité EPR, des data centers ou de la gestion immobilière. On doit savoir le faire pour finalement des quartiers, des villes. Troisième élément fondamental, c'est la question de la donnée. Alors ça fait plusieurs séquences comme ça qu'on peut avoir, notamment au Salon des maires à plusieurs reprises. On voit que la donnée est essentielle pour vous dans les collectivités locales, dans les villes. C'est un enjeu de demain. Alors on a mis un petit coup de pied de la mule. C'est pas façon Google, c'est-à-dire que c'est pas façon Big Brother is watching you. C'est vraiment façon gouvernance de la donnée. Et la gouvernance de la donnée, elle est bien sûr chez vous, elle est extrêmement importante, elle est cruciale. Puis le dernier élément, c'est que dès lors qu'on a de la donnée, forcément, c'est-à-dire qu'on a de la donnée massive, parce que les cas d'usage sont nombreux, et donc il faut aller vite, il faut avoir des outils qui correspondent à ça. C'est tout l'enjeu, effectivement, du jumeau numérique. Alors, un jumeau numérique, c'est quoi ? Donc on va essayer d'aborder ça. Peut-être dans une phrase symbolique, c'est finalement un bac à sable numérique, digital, qui va permettre de représenter une réalité, à la fois des situations passées, mais surtout des projections sur le futur. Alors, comment on lit le diagramme ? Du bas vers le haut. Désolé, habituellement, on lit plutôt de haut en bas, mais on va partir de la couche dite de terrain, c'est-à-dire que nous disposons tous les jours d'un certain nombre de données qui sont sur le terrain, de consommation d'énergie, c'est notre domaine, dans le bâtiment, de données techniques, est-ce que le bâtiment est occupé, comment, des
questions de température, on le voit en ce moment avec la météo un peu facétieuse, de gestion de places de parking, etc. Donc cette donnée, elle est sur le terrain, c'est une donnée brute avec des capteurs, elle est présente. Pour arriver au jumeau numérique, il faut passer par une couche dite de convergence, c'est-à-dire que cette donnée, il faut la contextualiser, il faut lui donner du sens. La donnée brute, si elle est utilisée massivement, on va tous se noyer dedans. Et même les plus gros ordinateurs nous noieront collectivement. Donc il y a besoin de la contextualiser, c'est l'enjeu d'ailleurs du jumeau numérique, pour la rendre ensuite acceptable, digérable, négociable par une couche dite applicative, c'est-à-dire c'est du software qui fait qu'on va croiser là-dessus l'ensemble des besoins, des usages que l'on a envie d'y projeter. Et donc l'enjeu sur le jumeau numérique, c'est effectivement d'utiliser un outil au profit d'une représentation que l'on peut avoir de cette réalité pour la simuler et mieux préparer le futur. En gros, plutôt que de faire jouer des pelleteuses, on peut faire jouer des 1 et des 0 dans un ordinateur avec de l'intelligence artificielle au service de ce qu'on appelle des cas d'usage, des use cases, que vous avez tous en tête et que vous allez et vous utilisez déjà, je pense, sur le terrain. Alors, concrètement, c'est juste pour illustrer, le slide ne sert à rien d'autre que ça. Dans les données de terrain, vous les avez aujourd'hui. Vous avez de la cartographie plus ou moins sophistiquée, vous avez des inventaires d'équipements mobiliers ou immobiliers, vous avez des taux d'occupation. Voilà, c'est tout ça qu'il va falloir mettre dans une sorte d'entonnoir pour être digéré ensuite par le jumeau numérique. Alors, très rapidement, vous avez en tête, et ça a été dit par Jean-Philippe Bouillet, dans cet appel à manifestation d'intérêt de la Banque des Territoires, il y a 2 temps. Il y a un premier temps qui est celui de l'incubation, puis un deuxième temps qui sera celui de l'industrialisation. Le premier, 36 mois, et on va essayer de faire moins. Le deuxième, qui est sur des années, c'est j'ai envie de dire, nos limites. Et donc, le premier enjeu qu'on a collectivement, et Jean-Philippe va revenir dessus, c'est effectivement d'imaginer les premiers cas d'usage. Donc, dans le bac à sable, qu'est-ce qu'on y met? Le premier, clairement, et on l'a dit, c'est l'enjeu environnemental. Comment, derrière un quartier qui était un quartier industriel, faire quelque chose qui soit un quartier écologique au sens noble du terme, avec une gestion de l'énergie, avec une gestion des énergies bas carbone, et quelle est la place un petit peu de tous ces éléments à l'échelle d'un quartier. Donc, pas simplement d'un bâtiment, parce que ça, on sait faire et vous le faites couramment, mais à l'échelle d'un quartier, il est là le défi, il est là l'enjeu, il est sur la maille. Le deuxième sujet, ça a été dit, ce quartier DMC, il a la particularité d'avoir un pôle des arts visuels, c'est vraiment sa spécificité. Et l'idée, c'est d'accompagner le développement de ce pôle et du bâtiment dans lequel se trouve ce pôle des arts visuels, au sens de la gestion, bien sûr, des énergies et des différents flux et de la maintenance du bâtiment. Comment optimiser tout ça face à des gens qui vont rentrer, s'installer ici ou là. Et le troisième élément dans les cas d'application qui sont visés, vous le voyez en bas, c'est de répondre à un besoin des habitants pour renforcer la question de lien social. Alors ça, c'est un autre ADN aussi qu'on a côté EDF. On croit beaucoup à l'intelligence collective. Alors on parle de participation citoyenne, de démocratie participative, etc. Nous, dans l'entreprise, on l'utilise depuis un certain nombre d'années et on y croit beaucoup. C'est-à-dire que pour construire un plan stratégique, pour construire un certain nombre de choses fondamentales, on s'appuie là-dessus et c'est ce qui nous a paru vraiment important et ce qui fait un peu la fierté d'être aux côtés de la ville sur ce sujet. Alors, peut-être juste pour terminer, avant de repasser la parole à Jean-Philippe sur cette question justement de participation citoyenne, il n'y a pas de réussite sans les hommes et les femmes qui le constituent. Et donc, ça a été dit en introduction, mais je voudrais vraiment insister là-dessus. Si ça marche bien, et ça va marcher forcément très très bien, c'est parce qu'il y a une Dream Team. Il y a la ville de Mulhouse, il y a EDF, il y a la région qui font qu'on a envie de travailler ensemble et c'est ça qui sans doute va produire le résultat attendu. Merci Jean-Michel. Oui, je rebondis effectivement sur cette notion de participation citoyenne. Alors ce quartier, Jean-Michel l'a dit, je l'ai évoqué tout à l'heure, les arts visuels au cœur, mais en réalité c'est un quartier à reconstruire avec l'ensemble des fonctions urbaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement un peu dans un esprit ville du quart d'heure à la Carlos Moreno. Il faut pouvoir aussi habiter, travailler, se divertir. Enfin, je ne vous fais pas toute la liste, vous la connaissez bien. Mais reconstituer un quartier à partir de finalement un site industriel rempli aujourd'hui à 20% juste par des activités économiques et culturelles, c'est un vrai défi. Et donc on s'est dit, et je reviens sur cette espèce d'équilibre entre techno et sobriété, il y a une part de l'humain extrêmement importante dans tout ça, parce que ce n'est pas un adjoint à l'urbanisme, ou même le maire ou le président de l'agglomération, qui vont décréter que ce quartier va vivre.
L'âme du quartier, elle est extrêmement importante, c'est notre histoire industrielle. C'est notre histoire ouvrière, notre histoire entrepreneuriale, mais c'est aussi notre avenir, et cet avenir, il ne peut pas se construire, comme je le disais, entre élus ou avec des partenaires uniquement. Il faut engager des gens qui aujourd'hui ne sont pas tellement sur le site, puisqu'il n'est occupé qu'à 20%, mais qui peuvent être autour immédiatement, donc ça on arrive à les retrouver à peu près facilement, mais aussi des gens qui ont des sujets qui les passionnent autour de ça. Ça peut être le numérique, ça peut être l'urbanisme, ça peut être la transformation écologique, la biodiversité, toutes sortes de sujets qui en fait sont à l'intérieur de notre réponse à la manifestation d'intérêt. Et donc on a lancé, pas plus tard que la semaine dernière en fait, mardi dernier, la phase qui s'appelle ici, vous voyez 10 octobre 2023, la séquence de lancement, qui nous a permis de regrouper à l'intérieur d'un des bâtiments du site, je veux dire une cinquantaine d'acteurs, auxquels on a expliqué notre démarche. Alors, on l'avait déjà fait auparavant, mais on a fait un zoom à l'intérieur du projet DMC, on a fait un zoom sur cette participation citoyenne en leur disant on va vous permettre de vous engager dans des ateliers très concrètement pour nous aider à construire les applications dans les 3 cas d'usage qu'on vient d'évoquer, qui sont, j'allais dire, un exemple majeur de ce que j'évoquais tout à l'heure, ou nous évoquions ensemble tout à l'heure, d'articulation entre la technologie et les habitants. Et donc, on se donne jusqu'en février de l'année prochaine pour les restitutions. Je peux vous dire qu'on est tous très impatients d'arriver à ça, parce que ça va nous donner des indications au niveau de l'équipe pilote, que j'ai le plaisir d'animer. Ça va nous donner des indications très fortes sur, finalement, est-ce que les graines prennent, est-ce que ça pousse, est-ce qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Parce que je vais finir là-dessus. Vous avez parlé, Jean-Michel, à juste titre, d'innovation. Moi, je pars toujours du principe que si de temps en temps on ne se plante pas, c'est qu'on n'innove pas assez. C'est normal de prendre des risques, c'est normal de temps en temps que certaines choses ne fonctionnent pas. Par contre, c'est extrêmement important d'apprendre de nos éventuelles erreurs ou de capter les possibles améliorations dans ce qu'on fait. Donc vraiment très grosse phase d'apprentissage. Et puis, je suis sûr qu'en février, on aura découvert plein de choses qui nous permettront d'engager les phases suivantes. Merci. Merci messieurs, merci monsieur Bouillet, merci monsieur Deveza. On va prendre toutes les questions à la fin, voilà, pour essayer de sauvegarder un peu de temps. Donc pour cette dernière présentation, on va partir du côté de Lyon, La Part-Dieu, avec Camille Père, qui est donc chercheuse au sein de l'EFER, un institut de recherche européen, et Thierry Perrault, qui est directeur du développement au sein de l'ASPL Lyon-Part-Dieu. Et vous allez nous expliquer comment la modélisation peut aider les collectivités à réduire les effets d'îlots de chaleur urbains grâce à la végétalisation des espaces publics. Question pour vous, monsieur Perrault, pour avoir également des éléments de contexte. Donc le quartier de La Part-Dieu est construit sur dalles et il est en pleine mutation. Il doit évoluer pour devenir un lieu agréable et adapté aux problématiques du changement climatique. Et finalement, quelles ont été les étapes qui ont mené à cette prise de conscience, au fait que le quartier se doit d'évoluer? Merci. Effectivement, c'est les outils qu'on est tous conduits à utiliser. En fait, ils s'incarnent tous dans un contexte en fait d'évolution de l'aménagement. Et les questions qu'on pouvait se poser il y a une dizaine d'années ont évolué. C'est un peu le centre des échanges qu'on a actuellement. Concernant La Part-Dieu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un quartier qui a été construit dans les années 70, en lieu et place d'une ancienne caserne. On voit l'image sur la gauche, et qui est un peu le symbole des 30 Glorieuses. C'est-à-dire, c'était l'idée de développer des centres décisionnels un peu partout en France, d'implanter des grands acteurs publics. Il y a eu notamment EDF, Framatome, ou des grands sièges de banques qui sont implantés et qu'on crée un petit peu l'histoire du quartier. C'était aussi un projet d'aménagement avec l'idée de dire il faut qu'un quartier tertiaire soit mixte. Ça, c'était très avant-gardiste pour l'époque, et connecté à une gare. Il se trouve que cette gare est arrivée un peu tard et a fait que elle a été sous-dimensionnée par rapport au reste du quartier. Donc on est dans cette dynamique-là qui a créé une vraie réussite économique. En 2010, on était déjà à plus de 2000 entreprises, 60 000 emplois. C'est le deuxième quartier tertiaire en France. Donc il y a une vraie réussite économique, beaucoup de développements qui ont permis à des acteurs privés aussi de s'installer. Mais
avec un certain nombre d'écueils, puisque une gare sous-dimensionnée a été prévue pour 30 000 personnes, on était déjà à 100 000 personnes par jour. Des bâtiments vieillissants également, puisque beaucoup avaient été construits à une époque où il n'y avait pas les sujets d'isolation de bâtiments, avec l'utilisation beaucoup également de l'amiante, et un certain nombre, et peu de raccordements d'ailleurs au chaud-froid urbain, alors qu'il avait été conçu à Lyon à la Part-Dieu. Donc tout ça a fait, avec des sujets aussi de mobilité, puisque on était dans la constitution de ce quartier dans les années 70, dans la réflexion sur le tout-voiture. L'idée, c'était de traverser Lyon en 30 minutes. On est dans le contexte de la création du tunnel sous Fourvière et la création de grands axes en fait, qui maillent le quartier. Ce qui fait, de ce fait, et ce que vous disiez tout à l'heure, on a eu un aménagement tourné vers l'urbanisme de dalle, avec une volonté hygiéniste à l'époque, qui était de dissocier les flux voitures des flux piétons. Les piétons étaient à plus de 5 mètres. Mais de fait, cet urbanisme de dalle a généré une faible végétalisation et plutôt des traversées efficaces du quartier. C'est pour ça qu'en 2010, quand le projet a été lancé, les élus avaient déjà l'idée de dire « appuyons-nous sur la réussite économique et allons vers un redéveloppement ». C'était la notion d'attractivité, de réflexion à l'international. Retravaillons sur les mobilités et allons vers un quartier agréable. On le verra tout à l'heure, les choses ont évidemment bien été rehaussées par la suite. Et ça, dans un morceau de ville déjà constitué, parce qu'on est au centre de Lyon, on est à 1 km de la place Bellecour, on est sur un périmètre relativement large, avec 177 hectares, dont une partie dont on va parler, l'intérieur, qui est la ZAC, qui fait 38 hectares, où on voit les gros objets, c'est-à-dire là où on avait les plus gros volumes en termes de bâtiments. C'est dans ce contexte, et aussi dans l'idée qui était de développer à l'époque plutôt des bâtiments de grande hauteur, on parlait d'intensité, de densification, c'était l'objectif à cette époque-là. Il y avait la volonté de construire beaucoup, de créer une attractivité forte, notamment sur les bâtiments de bureaux. On voulait doubler les surfaces. Et déjà, à cette époque-là, l'idée, ça a été de commencer à se dire, oui, mais c'est bien de doubler les surfaces, mais attention à l'impact énergétique. D'où le fait de commencer à réfléchir sur la consommation énergétique et de dire comment on peut regarder sur cet avenir. Donc, il y a eu tout un travail à cette époque-là de préfiguration de ce qui est devenu le schéma directeur des énergies. C'était porté par la métropole avec de nombreux partenaires, dont EDF, évidemment, qui était fer de lance de ce sujet-là pour voir quels moyens mettre en œuvre. Et puis, il y avait une autre réflexion liée à cet urbanisme de dalle. Vous voyez déjà les volontés de végétalisation au milieu du quartier, mais on était quand même dans un quartier très minéral. Et l'idée, c'était de dire comment on peut faire un quartier à vivre demain. On est là en 2014-2015, les rapports du GIEC commencent à sortir. On sent qu'on va avoir des températures très élevées à Lyon. Mulhouse l'a connu, Paris l'a connu, Lyon l'a aussi fortement connu, et on s'inscrit dans 2030 avec le climat de Madrid, et dans 2050 le climat de Madrid, et 2100 le climat d'Alger. Et c'est dans ce contexte-là où on s'est dit il y a besoin de travailler de manière plus fine dans le fait d'analyser les données et les modéliser pour l'avenir. Donc d'un point de vue de travail de modélisation énergétique, en partant des données réelles. C'était une partie de l'expérimentation qui a été conduite en partenariat avec EDF et puis AIFR. Et puis tout un volet sur la question de l'impact îlot de chaleur en lien avec ce qui était programmé à l'époque en termes d'espace public. Et je vais laisser la parole à Camille, qui a travaillé directement sur le pilotage de cette expérimentation. Merci beaucoup Thierry. Merci à tous d'être là aujourd'hui. Donc comme Thierry l'a exposé, l'idée c'était de... Moi je me suis intéressée à la partie sur les îlots de chaleur. On a fait des modélisations. AIFR, c'est l'Institut européen de recherche sur l'énergie, c'est un institut de recherche commun à EDF et l'Université de Karlsruhe. Donc il y avait bien cette idée d'innovation et de recherche. On a travaillé à partir des données de la ville, de la SPL, et ça c'est très important parce qu'on a besoin de données locales, avec une vision prospective. C'est-à-dire qu'on s'est dit avant, et on rejoint l'expérimentation précédente, comment améliorer le quartier avant d'avoir construit, et après quand on se dit mince, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?
Et donc l'idée, c'était de voir l'impact de l'aménagement local sur les îlots de chaleur. À noter qu'on parle d'îlots de chaleur au sens classique du terme, c'est-à-dire des zones de la ville qui sont plus chaudes que les environs. Quiconque connaissait la Pardieu avant les travaux dont on parle, voit ce dont je parle. Ça marche pareil avec la Défense. Ceux qui ne sont pas allés à la Pardieu, si vous êtes allés à la Défense, c'est tout pareil. Il fait très chaud. Et donc l'objectif, c'est d'assurer le confort thermique des habitants pour limiter les risques sur la santé. Le confort thermique, c'est quoi? C'est de prendre en compte non seulement la température, mais aussi l'humidité, le rayonnement solaire. Et donc pour ça, on utilise un indicateur qui est normé, avec une norme ISO, tout ça, donc qui est reconnu internationalement. Vous voyez le tableau en haut, là, et qui permet de savoir, en recalculant une température, combien de temps on peut rester dehors de façon à préserver sa santé en fonction des conditions. Et donc c'était vraiment ça l'objectif, confort et santé des habitants. On a travaillé sur une journée particulièrement chaude pour l'époque. Les températures ont apparemment été dépassées cette année. C'est-à-dire 35 degrés, c'est quand même chaud et on va voir ce que ça donne dans ces conditions-là. Et pour ça, on a évalué ex ante, avant de faire les travaux, l'impact de la végétalisation pour pouvoir faire des recommandations. Petite phase purement technique, on ne peut pas... je suis chercheur, ça transparaît. On a travaillé avec Vito, qui est un institut de recherche belge, qui a un modèle thermique qui permet d'évaluer les îlots de chaleur et l'impact de l'aménagement. Le premier niveau est une modélisation à l'échelle au-delà de la ville. Vous avez la carte là-haut avec Lyon qui apparaît en violet, les environs sur les différentes échelles de couleurs. L'idée, c'est d'avoir la température de l'air à 2 mètres, à peu près là où sont les gens, la tête, et sur une zone de 30 km par km à l'échelle de 100 mètres, donc sur toute la région, ce qui permet d'avoir l'influence des environs et de la ville. Et ensuite, on fait un zoom, littéralement, sur la zone d'intérêt que Thierry vous a montré précédemment, avec une résolution spatiale de 1 mètre. Donc vraiment, vous faites un pas, vous avez vraiment une cellule par pas, et on calcule l'indicateur de confort. Maintenant, qu'est-ce que ça donne tout ça? Et du coup, on a fait 2 évaluations, à l'heure la plus chaude et sur la journée. Pourquoi? Parce que ça représente les conditions auxquelles on peut être confronté dans la vie quotidienne. Vous sortez à 14 h de votre dernière réunion pour aller déjeuner, qu'est-ce qui se passe? Ou vous sortez de la gare, qu'est-ce qui se passe? On voit, alors la carte de gauche représente les températures, de droite, pardon, pour vous, c'est gauche pour moi, parce que la carte qui est là-bas représente les températures, les indices de confort globaux, avec en rouge, plus c'est rouge, plus c'est chaud, plus c'est bleu, moins c'est chaud. Et celle-là représente les deltas, donc l'apport de la végétalisation sur le plan. Et donc on peut voir tous les petits points bleus que vous voyez, et plus c'est bleu foncé, plus c'est important, montre l'impact de la végétation. Et on voit que plus les arbres sont serrés les uns contre les autres, plus l'effet refroidissant, rafraîchissant est important et s'étend loin. Très important pour l'aménagement, il vaut mieux mettre les arbres les uns à côté des autres plutôt que de les éparpiller. Le deuxième effet qu'on voit à la fois en bas là, à gauche et un petit peu sur le bâtiment gris clair de forme un peu bizarre en haut, c'est que faire des bâtiments blancs, c'est bien, il fait moins chaud dans le bâtiment, mais que ça reflète autour. Et donc quand vous passez, encore une fois, la Défense, Pardieu, ça marche très bien, tout le bâtiment, quand vous passez autour, ça augmente la chaleur, et cette chaleur va aussi se stocker, et donc va être redistribuée pendant la nuit, et donc va augmenter l'impression de chaleur et les vagues de chaleur globales. Ça, c'est ce qui se passe aux heures les plus chaudes. L'autre aspect, c'est de se dire, maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la journée, globalement, parce qu'on est là. Et on voit, même si c'est un petit peu atténué, c'est très visible sur la carte là-bas, les rouges est moins forts, mais qu'on revoit les mêmes phénomènes. Vous voyez encore l'impact des arbres et de la végétation. Plus vous avez de végétation, moins vous avez de chaleur, donc plus c'est confortable. Vous revoyez à plusieurs endroits les halos rouges clairs, là. Si vous ne voyez pas bien, je pourrais vous montrer tout à l'heure avec le pointeur, qui montre que, encore une fois, sur la journée, les bâtiments ont vraiment cet effet de réchauffage autour. Alors on voit environ 1 degré, ce qui peut paraître pas énorme comme ça. Quand on parle de confort thermique, vous avez pu le voir quelques slides auparavant, c'est quand même très important, et ce qui peut faire passer du zone confortable et sûr pour la santé à quelque chose qui peut poser problème, en particulier pour les personnes sensibles. Je dis ça comme si c'était restrictif, mais c'est les personnes âgées, les enfants, les gens malades, la personne qui sort d'une réunion et qui est habillée en costume alors que c'est l'été, donc c'est quand même une forte population. À partir de cet élément, le dernier point, c'est les trottoirs.
Quand vous marchez en général sur les trottoirs, et donc on a voulu faire un focus sur comment ça se passe sur les trottoirs. Et on voit que la végétalisation actuelle, sur les plans originaux, permettait de diminuer de 16% les zones à risque. C'est un début, ça montre que ça marche, et que si on pousse la démarche, on peut vraiment arriver à un effet localisé sur les trottoirs, donc là où les gens sont. Tout ça, c'est bien intéressant, mais qu'est-ce que ça veut dire pour l'aide à la décision? J'insiste sur le fait d'aide à la décision, ce n'est pas le seul élément qui rentre en compte. C'est de dire que sur les zones qui sont chaudes, mettre les arbres proches les uns des autres a un effet local de surface important. Et si on les rapproche suffisamment, on peut étendre cet effet. Ombrager tous les trottoirs en optimisant la plantation des arbres permet de diminuer le stress thermique et améliorer le confort de façon importante sur l'endroit où sont les gens. Et enfin, les toits et les façades blanches, c'est bien pour l'intérieur, mais ça pose un problème. On pourrait par exemple les végétaliser pour diminuer l'effet négatif des bâtiments et améliorer la résilience au changement climatique. À savoir que la végétalisation des toits et des façades, ça ne se fait pas n'importe comment, ce n'est pas toujours possible. Et des fois, on peut opter par exemple pour des revêtements un petit peu intermédiaires en couleur gris au lieu d'aller sur des façades végétalisées. L'idée est de limiter la réflexion du soleil. Et donc, je vais repasser la parole à Thierry. Comme on le disait tout à l'heure, on s'inscrit dans un parcours. Et effectivement, en 2020, quand la nouvelle équipe d'élus est arrivée à la ville et à la métropole, elle a pu évidemment s'appuyer sur ce travail. Elle est arrivée aussi avec une vision forte qui était de dire il faut pousser les curseurs, aller très très fort à la fois dans la végétalisation et dans la diminution de l'impact carbone sur les bâtiments. Ça a permis de passer je dirais, d'un quartier plus agréable à une véritable révolution paysagère. Ça, c'est le premier point. Je vais y revenir. Et le deuxième point, sur aller sur la décarbonation de manière forte au niveau des bâtiments. C'était dit tout à l'heure en introduction, voilà, si on veut atteindre les stratégies de diminution carbone, il faut diminuer par 2. Ça veut dire que donc, les bâtiments de 2030 ou 2050, les 80% sont des bâtiments existants. Donc pour nous, évidemment, sur un quartier comme la Pardieu, c'est majeur en termes d'approche et d'évolution de l'approche. Et j'en terminerai sur 2 points. L'incarnation de cette révolution paysagère, c'est-à-dire, Camille l'a montré, on revoit bien les espaces qu'il y avait tout à l'heure. On a énormément densifié l'implantation des arbres, mais au-delà de ça, c'est aller beaucoup plus loin en termes de réflexion sur la biodiversité, sur le type d'essence d'arbres, en lien avec le réchauffement climatique, évidemment, et également sur le rapport au vivant. C'est-à-dire, on est passé d'un paysager qui était quand même plutôt ornemental vers un paysager qui apporte et qui crée de la biodiversité dans un quartier fort et qui donne de l'exemplarité. On voit l'espace qui est en face de la gare, le boisement bouchu, qui va être un véritable marqueur de cette révolution paysagère. Donc ça, gros travail, et sur la correction des températures. Et le deuxième point, c'est tout le travail de régénération du quartier de la Pardieu. 105 bâtiments tertiaires, plus d'1 250 000 m² de bureaux. Eh bien, il y avait déjà une phase qui avait été engagée de réhabilitation. On en a plus de 300 000 m² supplémentaires qui peuvent être régénérés. Et là, typiquement, c'est à la fois moins impacté en termes de carbone par une meilleure utilisation du stock existant, mais c'est également travailler sur les façades. Nos élus ont une vraie approche sur la partie matérialité et de dire comment on peut relier matérialité, architecture, comment on peut avoir un travail aussi paysager et de biodiversité à l'échelle de l'îlot. Et d'écrouter également. Ça, c'est un point qui est très important. On était sur des parcelles qui étaient pratiquement complètement occupées. Comment on travaille sur la désimperméabilisation des sols. Voilà, c'est tous ces axes-là qu'on pourrait développer de manière pendant pas mal de temps. Mais l'idée, c'était de vous montrer un petit peu l'approche d'un outil, tout le travail qui a été fait avec Eifer dans cette démarche d'aménagement. Voilà. Merci. Merci Camille Père, merci Thierry Perrault. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur les 3 présentations ? Madame, je vous écoute. On vous écoute. Bonjour, Valérie Sniter, je suis chef de projet aménagement à la ville de Paris. En fait, par rapport à l'îlot de chaleur urbain, c'est pour Camille Père et Thierry Perrault. On a tout un débat sur l'albédo et les sols
en disant bah, c'est évident, il faut mettre de l'asphalte blanche parce que comme ça, il fera moins chaud. Donc, est-ce que vous pouvez nous éclairer, sachant que j'ai vu sur LinkedIn que Lyon avait une évaluation un peu différente? Merci beaucoup. Je commence juste et je laisserai Camille compléter. En fait, effectivement, je ne l'ai pas dit au départ, en 2015-2016, on avait fait une expérimentation au préalable sur les phénomènes d'albédo. Et effectivement, il y avait un sujet à la fois sur le type de matérialité, avec un comparatif sur le ressenti à hauteur humaine, et également si on pouvait mixer différents matériaux avec un travail sur les angles, et pas uniquement avoir des niveaux plats. On s'aperçoit que, en fait, ce travail sur l'albédo est très important, notamment sur les façades des bâtiments et sur les toits. Par contre, il y a un sujet aussi qui est dans l'impact clairement climatique. On s'aperçoit aussi que le volet paysager, l'implantation des arbres et la végétalisation ont un apport qui est encore plus important. Donc effectivement, il faut avoir les deux. Il faut avoir les deux sujets et les conduire de manière parallèle et très contextualisée aussi par rapport au phénomène de Venturi, au phénomène aussi de degré d'ensoleillement. Il y a pas mal de tours existantes à la Part-Dieu, donc il y a un moment, il y a un effet d'ombre qui se joue sur certains bâtiments. Et le choix de matériaux par rapport à ces effets d'ombre est aussi intéressant. Donc voilà, il faut toujours reprendre d'un point de vue contexte. Ma question était ciblée sur les matériaux de voirie, en fait. Aussi. Sur les matériaux de voirie, c'est un peu c'était le même sujet. Le travail sur l'albédo, on l'avait fait sur les matériaux de voirie. Place... En gros, entre l'enrobé d'un côté et le granit de l'autre, on était sur des niveaux qui étaient très très différents, notamment sur l'été. Après, dans ce sujet-là, il y a aussi un sujet de prix des matériaux. C'est-à-dire que nos élus ont une approche aussi en termes de frugalité. C'est-à-dire comment travailler sur la mixité entre ce qu'apporte le matériau en termes d'albédo, mais également ce qui va coûter et ce qui va faire que la ville sera accessible dans toutes ses dimensions, quoi. Il y a aussi cet élément-là qui est pris en compte. J'espère qu'on a répondu à votre question, madame. Éventuellement, oui. Juste pour compléter, c'est aussi un compromis entre jour et nuit. Parce que des surfaces très claires vont permettre de limiter le stockage de chaleur dans la voirie pendant la journée. Et cette chaleur ressort pendant la nuit. Et c'est ce qui se fait, les vagues de chaleur, où on dit la température baisse pas la nuit, c'est à cause de ce stockage d'énergie. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a eu pendant un moment des fortes recommandations sur faire tout blanc. Enfin, le problème, c'est qu'il faut faire un compromis avec la journée. Et c'est là où la modélisation peut aider, le fait de dire de mettre des arbres, combiner différents éléments peut aider, parce que ces surfaces blanches dans la journée, non seulement pour les piétons, mais aussi à vélo, ou même quand on conduit des voitures, même si c'est plus trop à l'heure du jour, c'est aussi très éblouissant, et ça rend le quartier difficilement vivable la journée. Et c'est là où on arrive dans ce que je disais à la fin d'aide à la décision et pas de décision pure, c'est qu'il y a un moment où il faut faire des compromis. Et aussi les aspects économiques. Là, je parlais que des aspects purement techniques, mais il y a des aspects économiques, compromis jour-nuit, qualité de vie, et avec quoi on l'associe. Merci Camille Père. On a une question au premier rang, monsieur. Oui, bonjour. J'avais une question sur la friche industrielle de Mulhouse. Même si le processus est en cours, on est à mi-parcours, et notamment sur la concertation, quid des 80% restants, puisqu'aujourd'hui il y a une thématique qui fige intelligemment la friche, l'évolution reste à faire. Donc quelles sont les pistes d'évolution à ce stade, si déjà c'est assez clair? Et puis deuxièmement, j'ai pas bien compris ce que le jumeau numérique apportait finalement jusqu'à présent et demain par rapport à ce que vous voulez faire, parce que c'était la question du thème. Et un jumeau numérique peut apporter beaucoup de choses, mais là, je n'ai pas bien compris la transposition au cas Mulhouse. Merci pour la question. Donc, la reconversion du site, effectivement, j'y ai pas accordé beaucoup de détails, se poursuit par différents projets, dont la reconversion d'un bâtiment emblématique qui fait 23 000 m², vous l'avez peut-être aperçu sur la vignette, 230 mètres de long, 32 mètres de profondeur. Vous imaginez un peu les enjeux que ça peut représenter en termes de reconversion. Il a pour destination, celui-ci, à la fois de l'habitat
et l'accueil d'un siège social d'une entreprise qui est à l'heure actuelle à l'extérieur de la zone de l'agglomération. Celui-ci cette reconversion fait l'objet d'une concession à l'heure actuelle avec notre SPL, dont j'ai le plaisir d'être le président, donc moi j'aime bien les SPL aussi. Petit aparté. Nous sommes aussi en train de reprendre à l'intérieur de cette concession les espaces publics. Il y a un grand axe, une grande croix à l'intérieur du site. Les mêmes enjeux que vous à Lyon, même si ce n'est pas du tout le même environnement au sens urbain du terme, on a les mêmes problématiques d'îlots de chaleur, on a les mêmes problématiques de d'écroutage, de désimperméabilisation, de traitement des eaux pluviales. Il va falloir être innovant dans ce domaine-là. Et donc l'idée, c'est de passer d'un espace qui est essentiellement bitumé à l'heure actuelle à un parc à l'intérieur de l'espace central, en fait, sur les 13 hectares qui sont à l'intérieur des 30 de la zone. Sur cet espace-là, on aura un parc urbain avec un site réservé aux mobilités douces, avec tous les travaux de voirie, d'aménagement et aussi de travail avec les sociétés de transport en commun de la région, qui nous permettront d'avancer dans ce domaine-là. Donc ça, c'est aussi un autre pilier. Et puis, on en parlait avec Jean-Michel également, un des autres aspects qu'on veut développer, c'est, puisque le cœur sera réservé aux mobilités douces, la voiture n'est pas encore complètement exclue du paysage, donc stationnement en périphérie, on a l'opportunité de transformer un des bâtiments existants en ouvrage de stationnement avec des ombrières photovoltaïques, de manière à, sur pas loin d'1 hectare, produire notre électricité, la réinjecter essentiellement en autoconsommation et puis quand ce sera nécessaire dans le réseau. Donc ça fait aussi partie des choses qui se développent. Il y a plusieurs projets comme ça avec vraiment l'objectif, pour revenir au cœur de votre question, les arts visuels et un quartier avec ses fonctions urbaines autour. Donc il faut pouvoir y habiter, il faut pouvoir y travailler, il faut pouvoir se divertir, il faut pouvoir apprendre. On a des collèges tout près en proximité du site, mais on parle aussi avec un certain nombre d'établissements d'enseignement supérieur pour s'y installer et créer des synergies entre ces différents acteurs. Donc vraiment un quartier urbain avec toutes ces fonctions urbaines. Alors, votre deuxième question, qui est effectivement très pertinente, pardon ? Allons-y, oui. J'allais me faire votre avocat, mais allez-y. Non, mais voilà, donc simplement, c'est toujours le sujet quand on veut faire des slides simples sur un sujet complexe, on peut donner l'impression de ne pas l'avoir traité. Donc, clairement, l'enjeu, c'est d'arriver à traiter une masse de données extrêmement importante. Ça, c'est le bottom-up. Et dans la vision descendante, c'est d'arriver à injecter tous les cas d'usage qui ont été cités tout à l'heure. Donc, dans un premier temps, on est sur une expérimentation, on veut en viser quelques-uns qui soient simples. Mais pour faire matcher finalement des cas d'usage avec des données qui sont complexes, il faut forcément trouver un outil technologique qui soit à la hauteur et qui s'appuie sur les dernières technologies d'IoT, d'intelligence artificielle et autres. Et dans d'autres présentations qu'on a pu faire ailleurs, on prenait souvent l'image du spaghettiware. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est-à-dire que si vous cherchez à relier chacun des composants de terrain avec une sorte de mise en forme applicative, ça devient un plat de spaghettis, donc absolument incommensurable. Et donc l'intérêt du jeu numérique, c'est de changer de dimension, de se mettre dans une vision qui est du coup systémique. Donc on a tous les systèmes qui arrivent à être représentés et qui vont être beaucoup plus efficaces et performants. L'enjeu, on l'a vu derrière, c'est quand on a une masse de données conséquente et des cas d'usage qui peuvent l'être aussi, il faut aller vite et on n'a pas envie d'une simulation qui prendrait des jours ou des mois. Donc c'est ça l'intérêt. Donc la plateforme sur laquelle on s'appuie, elle a été utilisée notamment dans l'industrie nucléaire et sur l'élaboration des nouveaux réacteurs. Elle permet de simuler cette réalité complexe. Voilà, c'est ça l'enjeu. Mais je voulais vraiment le mettre derrière en toile de fond, parce que l'enjeu, il est sur ce qui a été indiqué par Jean-Philippe Bouillet, c'est ça le sujet de base. Après, la technologie suit. Et même si on a des disruptions, et clairement en matière de jeu numérique, il y a des disruptions par rapport à toutes ces nouvelles technos, à ces plateformes sur lesquelles on va s'appuyer sur la situation de Mulhouse. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais voilà la réponse. Si je peux rebondir là-dessus, et comme ça on aura une réponse à deux voix, si vous me permettez, Jean-Michel. Moi, il y a trois, alors je ne vais pas du tout parler techno, je vais juste parler problématiques urbaines, telles que je les vois dans ce site. Il y en a trois auxquelles le jumeau va nous aider à formuler des réponses. La première, c'est la rénovation thermique des bâtiments. Vous imaginez bien que ces grands bâtiments, ils ont été construits pour de l'industrie à la fin du 19e siècle. Ça n'a pas grand-chose à voir avec les normes BBC d'aujourd'hui ou la RT 2020, la RE 2020, pardon. Le deuxième point, c'est autour des arts visuels. On a aujourd'hui une structure
Kemotoko, dont je parlais tout à l'heure, qui est une ruche. Aujourd'hui, 140 artistes, ça ne se parle pas nécessairement si facilement que ça, pour partager des objets, partager des espaces, collaborer. Aujourd'hui, parmi eux, mais demain, au sein de 4 ou 5 structures, parce qu'on va en regrouper plusieurs, il y a un mode de fonctionnement, de partage, à la fois, comme je le disais, des espaces, des outils, des idées. C'est le deuxième cas d'usage, où on se dit, cette capacité à modéliser l'environnement va nous permettre d'accélérer cette constitution du pôle des arts visuels au-delà de son premier constituant. Et le troisième, finalement, quand j'évoquais tout à l'heure la notion de participation citoyenne, vous savez, j'ai dit, je faisais ce petit détour en disant je ne peux pas décréter en tant qu'élu pilote du projet que le quartier va avoir une âme, une vie. Le troisième axe, c'est une plateforme collaborative où on s'est dit on va donner carte blanche aux futurs usagers, habitants du quartier, en se disant si vous aviez la possibilité de créer une application qui va chercher des informations dans la fameuse couche de convergence, à quoi ça servirait? Qu'est-ce que vous voulez partager? Bon, j'ai pris souvent cet exemple un peu trivial qui dit on a tous des perceuses à la maison, mais moi j'en ai une, j'en ai besoin, mais alors je l'utilise peut-être 5 fois dans l'année. Je serais ravi de la partager pour qu'elle soit mieux utilisée. Comment on passe d'une économie de la possession à une économie du partage? Là aussi, il y a une question à se poser avec ces plateformes collaboratives, et c'est aussi l'idée de ce troisième volet. Donc c'est des aspects très concrets sur lesquels, à l'heure actuelle, on s'est dit réfléchissons de manière ouverte, et c'est pour ça que je faisais ce petit parallèle tout à l'heure. On n'a pas peur de se tromper de temps en temps, il y a peut-être des trucs qui ne marcheront pas, mais on saura rebondir et retomber sur nos pattes. Merci de la question, en tout cas. Merci, en tout cas, ce sera le mot de la fin pour ce focus. Comme ça, vous avez le temps d'aller dans les autres salles pour assister aux autres présentations. Merci à nos 5 intervenants, et voilà, il y a la pause déjeuner, en tout cas, si vous voulez leur poser des questions. Merci.